Aujourd'hui, avant de commencer, j'aimerais m'introduire pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, mon nom, c'est Carl Veillette. Donc, un peu à propos de moi, là, au niveau de mon parcours professionnel. Dans ma carrière, en fait, moi, j'ai étudié en architecture. Puis, en 2008, quand j'ai terminé mes études, je me suis dirigé dans un parcours qui est un peu atypique, en fait. Donc, je me suis dirigé pour une compagnie qui s'appelle Groupe Canam, qui est spécialisée dans la fabrication de structures d'acier. Donc, j'ai appris beaucoup chez Groupe Canam durant les 5 ans où j'ai été là, dans le volet manufacturier, le volet interaction avec le chantier. Puis, en 2011, j'ai commencé à m'impliquer avec le Cégep Limoilou pour donner des cours sur le BIM. Donc, partager mon savoir sur différents outils, différents logiciels qui sont disponibles sur le marché. Puis, en 2012, Canam a fait l'acquisition d'IntelliBuild. Donc, j'ai travaillé pour un bref moment, en fait, pour IntelliBuild, où principalement mon rôle était dans la mise en place de nouveaux processus, nouveaux outils, un peu de recherche et développement aussi au niveau du BIM. Puis ensuite, j'ai eu un petit changement de carrière. Donc, je suis parti de la fin du processus qui était au niveau manufacturier, chantier, tout ça. Puis, je me suis dirigé vers le génie conseil. Donc, je suis allé à Toronto pour Mott & McDonald, où j'ai essayé de perfectionner un peu mon savoir, en fait, dans tout le volet électromécanique, développement durable. Donc, par la suite, je me suis impliqué dans de multiples organisations à but non lucratif, dont le OROG à Toronto, qui est un groupe d'utilisateurs Revit. Je me suis impliqué aussi également en 2015 dans le groupe BIM Québec, qui est aujourd'hui un groupe grandissant. Puis aussi dans Building Smart Canada, pour la cause de l'Open BIM, évidemment, qui me tient fortement à cœur. Puis, en 2014, j'ai aussi fondé avec Jimmy Plant, en fait, BIM One, qui est une firme de consultation dans le BIM. Puis, en fait, tout ce parcours-là, ce que ça m'a amené, c'est à me spécialiser, en fait, dans, sans trop le savoir, différentes disciplines. Puis, ça me prédisposait, évidemment, à faire de la recherche, évidemment, au niveau de tout ce qui est coordination multidisciplinaire. Puis, c'est un peu le sujet de la présentation d'aujourd'hui. C'est ce qui nous a amené à fonder, à développer, en fait, le produit BIMTrack tout récemment, en fait, en 2015, donc il y a environ 3 ans de ça, sur le projet de l'aéroport de Québec. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter en fait différents processus en fait, de coordination. Donc, on va rentrer autant au niveau des outils que des processus, puis comment tout ça peut fonctionner ensemble. Donc, certains me connaissent aussi sous d'autres formes. Comme vous pouvez le voir, je parle vite. Aujourd'hui, au niveau de l'agenda, je vais essayer de couvrir en fait plusieurs aspects. Donc, on va commencer par mon évolution à travers la coordination numérique. Donc, comment moi j'ai évolué dans l'adoption de différentes technologies en fait depuis les 10 dernières années. La définition de la coordination, parce qu'on parle souvent de coordination, mais je me rends compte souvent qu'en parlant avec les gens, tout le monde ne comprend pas nécessairement de quoi on parle quand on parle de coordination. Puis en posant moi-même la question, je me suis rendu compte que moi aussi, j'avais probablement différentes perceptions de la portée de qu'est-ce que la coordination est sur un projet. Donc, on parlait de ça. On parlait de la situation de la construction par rapport aux autres industries. Donc, peut-être juste faire le point, justement, avec ma transition récente vers le domaine des TI. Donc, j'ai été longtemps dans le domaine de la construction. J'ai appris des choses du domaine des TI qu'on peut appliquer au niveau de la construction. Puis, je vais faire un petit parallèle là-dessus. On va parler des constats sur nos méthodes actuelles de travail sur une base de projet. Puis, notre évolution à travers l'adoption des technologies au Québec. Donc, entre autres, avec le 2D, le 3D, la digitalisation de nos processus. Puis, ensuite, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet avec les différents processus. Je vais vous montrer comment plusieurs technologies peuvent parler ensemble, puis ont différents créneaux sur une base de projet. Puis, ensuite, on va parler du futur de la coordination, parce qu'évidemment, le thème de la journée aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. Donc, je vais vous partager une partie de notre vision de où est-ce qu'on pense que ça s'en va, la coordination, avec l'intégration de machine learning puis de l'intelligence artificielle là-dedans. Puis ensuite, on va finir avec un volet questions-réponses. Donc, mon évolution à travers la coordination numérique. Donc, en toute transparence, en fait, j'ai commencé en 2009, puis la façon dont je coordonnais principalement au jour le jour, c'était via des courriels. Donc, évidemment, on s'envoyait des captures d'écran, des trucs dans AutoCAD par courriel, puis on s'appelait, puis on faisait des suivis dans Excel avec des listes de tâches. Donc, ça, c'était mon parcours, évidemment. C'est là que ça a commencé. On va appeler ça la coordination préhistorique. Donc, évidemment, encore aujourd'hui, beaucoup de gens utilisent les courriels comme une base de coordination sur les projets. Il y a plusieurs problèmes qui viennent avec ça. C'est le manque d'aspect contextuel avec les maquettes puis avec le processus BIM. Puis, également,
On va avoir, par exemple, certains problèmes au niveau des délais que ça va engendrer, justement, d'avoir à transférer des courriels sur une base régulière. Donc, peut-être au niveau de transparence, il y a des choses qui sont pas optimales à ce niveau-là. En 2010, mon parcours a croisé un logiciel qui s'appelle Navisworks. Puis, mon intérêt grandissant, évidemment, vers l'automation, vers des processus plus efficaces. Donc, j'ai commencé à utiliser Navisworks pour produire des rapports de détection de conflits. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers avec toute cette terminologie-là, détection de conflits, processus super simple, en fait, qui consiste à faire la coordination assistée. Donc, ça vérifie que les géométries, par exemple, qui sont au même endroit, qui ne devraient pas l'être. Par exemple, un tuyau de protection incendie qui entre en conflit avec une poutre, par exemple, le logiciel détecte automatiquement ces choses-là, puis il produit un long rapport, en fait, qui doit ensuite être transmis à différents intervenants du projet. Donc, essentiellement, ce processus-là, il est intéressant parce que ça nous permet de faire la coordination assistée. Et ensuite, il faut transférer ces informations-là. Puis, c'est là que le problème émerge, en fait. C'est que ces rapports-là, ce sont des fichiers qu'on échange. Puis, il y a des versions de ces fichiers-là. Donc, là, ça m'a amené à chercher une meilleure méthode, en fait, pour pouvoir communiquer puis contextualiser, justement, ce rapport-là, qui est un rapport PDF. Donc, là, je me suis dirigé en 2011-2013 vers un nouveau processus qui consistait à sauvegarder ces problématiques-là dans une maquette que j'échange ensuite avec les différents intervenants. Donc, processus intéressant parce que maintenant, on peut contextualiser les communications, les problématiques qui doivent être échangées. Mais le problème avec ça, c'est que ça requiert en fait un échange de maquettes comme tel. Donc, ça peut être évidemment lourd, des échanges de maquettes sur des sites FTP, sur une base régulière. C'est un processus qui est très manuel et fastidieux. Donc, ça m'a amené à continuer à faire des recherches. Puis, aux alentours de 2014, on a commencé à développer du logiciel un peu. Puis, un des premiers utilitaires qu'on a développé, c'était le Clash Field Generator. C'était un add-in, tout simplement, qui permettait de prendre les résultats des détections de conflits dans Navisworks et transférer dans Revit d'une façon simple sans avoir à changer une maquette. Ça m'a amené à continuer à faire de la recherche, puis je suis tombé sur un format qui s'appelle le format BCF, BIM Collaboration Format, qui est en fait un format de fichier qui est développé par Building Smart International. Donc, c'est un format de fichier ouvert, puis qui permet d'échanger, par exemple, les points de vue de caméra entre différents logiciels, entre différentes maquettes. Donc, ça vient vraiment enlever les barrières de collaboration, par exemple, de communication, puis ça permet aussi de contextualiser justement ces questions-là dans les maquettes 3D. Donc, en un simple clic, on peut accéder à l'emplacement d'une communication qui nous a été échangée par un autre partie prenante du projet. Donc, le concept du BCF, évidemment, nous a inspiré à créer éventuellement notre propre système. Donc, le problème avec le BCF, c'est que on avait à échanger quand même des formats de fichiers, donc il y avait quand même une gestion des versions qui devaient être requises. Donc, la traçabilité au fil du temps devenait un peu problématique. Par contre, c'était quand même un bon pas, en fait, dans la bonne direction pour faciliter les échanges rapides. Donc, évidemment, aujourd'hui, on est quelques années plus tard, puis maintenant, j'utilise en fait des plateformes basées dans le cloud qui permettent de faire cette coordination-là des communications. Donc, comme je le disais, le problème avec la coordination, le mot coordination, c'est que ça veut dire plein de choses. Puis le problème souvent sur les projets, c'est que les gens n'ont pas une perception ou une compréhension uniforme, en fait, de la portée de la coordination. Donc, pour évidemment mettre en place des outils de coordination, il faut définir c'est quoi l'étendue dans laquelle cette plateforme-là va être utilisée, soit en termes de phase de projet, soit en termes de portée, de nature de communication qui doivent être échangées à l'intérieur. Donc, par exemple, quand on parle de coordination, de quel type de coordination vous parlez? De la coordination technique, la coordination des demandes d'information, la coordination des problèmes, des questions, des requêtes, des tâches. Donc, il y a toutes sortes de coordination sur le projet. Donc, de mon point de vue, la coordination, c'est une obligation, en fait. Donc, les gens doivent se coordonner sur un projet, mais la collaboration, c'est une volonté. Qu'est-ce qui fait que la coordination fonctionne bien? C'est d'avoir des outils transparents qui permettent aux gens de bien communiquer entre eux, puis des échanges presque instantanés. Donc, tous les processus fastidieux qui sont introduits dans un projet vont réduire justement la qualité de la coordination, l'exhaustivité d'à quel niveau on se coordonne. Donc, ça aussi, c'est un autre aspect, c'est jusqu'à quel niveau c'est coordonné. Tout le monde se coordonne, évidemment, mais pas au même degré. Donc, mes constats, en fait, sur notre industrie, c'est que la coordination, ça requiert de la collaboration, en fait, mais les outils actuels ne facilitent pas les échanges transparents, contextuels aussi, donc à l'intérieur des logiciels que les gens utilisent.
Puis le processus de travail actuel, bien, il est assez fastidieux, donc on a besoin d'avoir des approches un peu plus agiles pour être plus efficaces. Donc évidemment, l'industrie de la construction fait qu'il y a des processus qui sont très, très formels qu'il faut suivre, exemple des demandes d'information, ce genre de choses-là. Mais avant d'en arriver à des demandes d'information formelles, il y a beaucoup de communications qui peuvent avoir lieu, puis c'est ça qui prend énormément de temps. Donc, comment est-ce qu'on fait pour réduire ça, en fait? Donc, à titre de parallèle, en fait, pour comparer notre industrie, la construction, par rapport à d'autres industries, j'ai un petit diagramme ici qui illustre bien, en fait, notre positionnement en termes d'adoption digitale, puis de stratégie aussi. Donc, dans l'axe vertical, vous allez voir, par exemple, la maturité des différentes industries versus la planification stratégique sur l'axe horizontal. Puis, nous, on est, en fait, en vert, comme vous pouvez voir, le petit casque de construction, bien, on est là. Puis l'industrie et technologies de l'information, par exemple, se retrouve juste en haut là-bas. Donc, qu'est-ce que je veux dire, en fait, ici, c'est qu'on doit s'inspirer un peu de technologies de l'information pour avoir des approches plus agiles dans le domaine de la construction, puis changer la façon dont on travaille pour être plus efficace. Donc, par exemple, dans le domaine des TI, en fait, donc, comme j'ai dit, j'ai appris beaucoup dans les dernières années par rapport à ce qui se fait et comment est-ce qu'on travaille dans du développement logiciel. Bien, en fait, on va utiliser des technologies comme Slack, Trello ou Jira. Mais en fait, ces technologies-là, ils font des choses exactement que nous, on doit faire, en fait, dans l'industrie de la construction. Donc, si je prends, par exemple, Slack, c'est un outil de chat qui est très utilisé dans le domaine des TI. Puis, c'est un outil de chat super efficace. Mais nous, sur une base de projet, par exemple, dans la construction, c'est rare qu'on va avoir des chats multi-organisations. On va avoir un chat, exemple, pour une compagnie X puis une compagnie Y, mais ces chats-là ne seront pas reliés ensemble. Comment est-ce qu'on s'échange l'information? Bien, on s'appelle, on s'envoie des courriels, puis ça, bien évidemment, ça crée des délais, il faut prendre des notes, transformer l'information. Donc, il y a souvent d'entrée en double ou en triple des notes, des tâches, par exemple, qui sont effectuées. Un autre outil intéressant, c'est Trello. Bien, Trello, qu'est-ce que ça fait? C'est une vue Kanban qui permet, par exemple, de suivre le statut d'évolution de tâches. Bien, nous, comment on travaille dans notre industrie? On travaille avec Excel. On a une liste Excel, on a des tâches qu'on gère, puis ce n'est pas partagé avec la majorité des intervenants. Donc, souvent, on va voir ça sur des projets. Jira, qui est un outil pour la gestion des bugs dans le développement logiciel. Bien, nous, nos bugs, en fait, c'est des problèmes de constructibilité, puis on en a des bugs dans nos projets de construction. Donc, toutes ces plateformes-là, c'est des plateformes qui sont super efficaces. Puis, nous aussi, j'ai confiance en nous qu'on est capable d'avoir des processus avec des outils qui sont plus adaptés, en fait, pour avoir une efficacité améliorée, en fait, sur nos projets. Donc, comme je le disais, bien, c'est ça. Nous, c'est les concepts. Voici comment on travaille sur nos projets. On travaille avec Excel, le téléphone, puis les courriels. Donc, comme on dit, les écrits restent, les paroles s'envolent. Le téléphone, c'est bien. Je ne veux pas enlever le téléphone de nos processus, mais ça nous prend une façon de documenter, en fait, les discussions, les communications qui ont lieu. Même chose avec les courriels. Je me souviens d'avoir cherché ce courriel-là avec l'information tellement importante que j'avais besoin à travers une série de courriels mêlés de tous mes projets. Donc, évidemment, ça amène une rigueur pour être capable de faire une bonne gestion de la coordination par courriel. Donc, évidemment, c'est une note un peu plus positive. Oui, on a des problèmes, mais on a quand même évolué depuis plusieurs années. Donc, on a passé, évidemment, de la coordination traditionnelle papier qui, oui, est encore présente sur nos bureaux dans quelques organisations et firmes. Mais j'ai remarqué une tendance, par exemple, deux tendances, en fait, principales au cours des dernières années. Donc, la première étant la digitalisation de cette revue-là. Donc, on continue de faire la revue en 2D, mais on le fait de façon digitale. Donc, il y a des outils super intéressants qui permettent de faire ça. Exemple, Bluebeam qui permet de comparer deux plans puis de trouver les divergences entre les versions automatiquement, ou PlanGrid qui permet de la mobilité au chantier. Donc, ce sont des outils qui ont été adoptés de façon plus générale aux alentours de 2010. Donc, c'est des outils qui sont là depuis un certain temps. Mais je parle avec beaucoup de gens présentement, puis on sent vraiment qu'il y a eu une croissance fulgurante, là, par exemple, de cette adoption-là aux alentours de 2010. Au niveau du 3D, bien, il y a des gens qui étaient un peu plus geeks, si je peux me permettre le terme. Donc, ces gens-là qui ont plus de facilité avec la navigation en 3D sont dirigés vers une autre méthode de coordination. Donc, cette coordination-là étant la détection de conflits, donc ce qu'on appelle communément le clash detection. Donc, ces gens-là, bien, ils ont adopté des logiciels comme Navisworks et Celibri qui permettent d'assister la détection des problématiques multidisciplinaires. Donc, processus simple, superposition de maquettes, détection automatique, on produit un rapport.
Donc, ça allait créer, c'est que ça allait créer un espèce d'écart, en fait, entre les gens qui travaillent en 2D puis les gens qui travaillent en 3D. Puis de l'incompréhension aussi entre ces équipes-là. Donc, c'est un peu comme deux processus parallèles. Donc, évidemment, il y a des choses qu'on trouve en 2D qu'on ne trouve pas en 3D et vice-versa. Mais ce que j'ai commencé à remarquer dernièrement, c'est qu'il y a eu une convergence qui commence à se créer, par exemple, vers ces deux environnements-là, le 2D et le 3D. Donc, ça, on appelle ça l'hypermodélisation. L'hypermodélisation, c'est un concept assez relativement nouveau, on va dire, au niveau de l'adoption. Mais ça fait longtemps que c'est là, que c'est présent dans certains outils. Donc, l'hypermodélisation, en fait, c'est la capacité d'insérer du 3D, du 2D, c'est-à-dire géolocalisé, dans le 3D, puis de contextualiser, en fait, le 2D pour afficher les deux informations en même temps. Donc, ça, c'est vraiment au niveau de l'adoption des digitales, en fait, là, puis la consolidation, en fait, des équipes ensemble. C'est vraiment un élément clé qui va permettre aux gens qui sont plus familiers avec le travail en 2D traditionnel de collaborer avec les gens en 3D. Puis ça vient vraiment unifier les équipes ensemble. Donc, regardons en fait différents outils qui permettent l'hypermodélisation. Donc, un premier outil en fait qui permet de faire ça, c'est Solibri. Donc, Solibri qui était exclusivement 3D il y a quelques années. Puis, dans les derniers mois, bien, ils ont intégré une nouvelle fonctionnalité super intéressante qui permet d'insérer les plans 2D puis les contextualiser dans le 3D. Donc là, ce que vous pouvez voir, par exemple, sur l'image à côté, c'est les numéros de pièces, par exemple, le nom des pièces qui, généralement, va se retrouver seulement sur des plans PDF. Puis maintenant, bien, on a la possibilité de l'insérer dans le 3D. Donc, quand on navigue comme ça, bien, on a accès à de l'information très rapidement, d'un coup d'œil, sans avoir à aller consulter plusieurs documents dans plusieurs environnements différents. Une autre plateforme intéressante pour les utilisateurs Archicad, c'est BIMX, en fait, de Graphisoft, qui permet la mobilité, par exemple, puis d'accéder au plan 2D comme ça, superposé avec le 3D. BIMTrack aussi, qu'on a intégré, en fait, cette fonctionnalité-là dans un navigateur web pour, évidemment, visualiser l'information contextuelle, les cotes, les axes, ce genre de choses-là qui sont pratiques quand on navigue pour faire de la revue de coordination. Et puis, le précurseur, en fait, un des précurseurs au niveau de l'implémentation de cette fonctionnalité-là, l'hypermodélisation, c'est Bentley avec plusieurs de leurs produits qui permettent justement une superposition automatique, en fait, des plans 2D avec le 3D. Donc, vous m'avez suivi jusqu'ici. On avait 5 processus dans le titre de la présentation. Mais je viens d'en rajouter 2 en bonus. Donc là, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet, puis on va regarder de façon un peu plus technique comment les différentes technologies vont s'intégrer ensemble. C'est quoi le rôle qu'ils vont jouer dans le processus qui va être illustré. Donc, d'abord, on va couvrir un processus de coordination dans lequel on utilise des outils comme Revit et Navisworks, donc un processus qui est complètement local. Donc, des fois, il peut y avoir des enjeux au niveau de l'infonuagique versus local pour, exemple, des projets, une prison, par exemple, où ce que là, le client ne veut pas avoir l'information dans le cloud. Donc, évidemment, il y a des processus pour tout le monde selon les besoins de vos projets. Donc, aujourd'hui, ce que j'espère faire, c'est un peu vous ouvrir les yeux sur différentes méthodes de coordination qui impliquent un ou plusieurs outils. Ensuite de ça, bien, ça sera à vous de faire le choix pour qu'est-ce qui s'applique le mieux pour vos conditions. Donc, Revit Navisworks local, Revit BIMTrack semi-info-nuagique, Revit BIM 360 Design BIMTrack, Revit Navisworks BIMTrack. Après ça, on va parler de Revit BIM 360 Glue Navisworks BIMTrack, Revit BIM 360 Design Navisworks BIMTrack, puis Revit Glue BIM 360 Design Navisworks puis BIMTrack ensemble. Donc, ce sont tous des processus que j'ai vus, expérimentés en discutant avec nos propres clients, en fait. Donc, aujourd'hui, bien, ça me fait plaisir de partager, en fait, des caractéristiques de ces processus-là. Donc, dans un premier temps, on va se faire une petite légende ensemble pour bien comprendre ce qui va se passer, parce que dans les prochaines slides, ça va aller quand même assez vite. Il y a beaucoup de technologies. J'assume que certains d'entre vous connaissent déjà certaines de ces technologies-là, mais on va parler plutôt des avantages et inconvénients, en fait, d'utiliser certains échanges. Donc, dans un premier temps, quand vous allez voir l'échange de maquettes, en fait, ça, c'est le petit cube en 3D. Donc, ça, c'est l'échange des maquettes numériques, en fait, comme tel. Le petit icône de chat ici, ça, c'est l'échange de communication. Puis ensuite, on va avoir 2 autres icônes qui caractérisent si c'est un échange info-nuagique ou local. Puis là, principalement, l'avantage d'avoir un échange info-nuagique, c'est qu'il n'y a pas de manipulation de fichiers, de gestion de version. Donc ça, généralement, c'est consolidé via le web. Et dans certains cas, même, ça va être automatisé. Donc, c'est l'avantage d'avoir l'info-nuagique versus le local. Donc,
sans plus tarder, premier processus. Donc, ici, on utilise Revit Navisworks. Donc, c'est un processus qui est grandement utilisé dans l'industrie par autant entrepreneurs généraux, gens de construction, professionnels, sous-traitants. Donc là, d'un côté, on va avoir Revit qui agit comme un logiciel de modélisation, puis on va avoir Navisworks qui agit comme un logiciel d'analyse de coordination assistée, okay? Donc le clash detection. Donc ici, par exemple, ce qui va se passer entre les deux logiciels, c'est qu'il va y avoir un échange de fichiers Revit vers Navisworks. Donc évidemment, il y a un processus d'exportation qui a lieu entre les deux. Donc ce processus d'exportation-là, il peut être automatisé à l'aide des fonctionnalités de Navisworks, comme le Batch Utility, par exemple, à condition que les gens aient accès à un réseau commun. Donc, dans certains cas, ici, si, par exemple, la personne qui fait la coordination dans Navisworks comme telle, c'est l'entrepreneur général qui travaille dans un autre bureau, par exemple, ils n'ont pas un serveur de fichiers commun, bien là, évidemment, il y a de l'échange de fichiers qui doit être fait via un site FTP ou autre. Donc, c'est le désavantage d'utiliser, par exemple, des échanges de fichiers comme ça entre les deux. Un autre aspect aussi dans cet organigramme-là, ça a l'air simple, Revit Navisworks d'un côté, mais on sait en fait que Revit, ici, bien, il y a une liaison qui est requise ici, par exemple, entre les maquettes des professionnels. Donc là, il va y avoir pas seulement une maquette, mais il va en avoir une multitude, une par discipline. Donc, au niveau du processus, comme je le disais, bien, les avantages, inconvénients, c'est que dans Navisworks, évidemment, bon, on va détecter une grande quantité phénoménale, en fait, de conflits interdisciplinaires. Ces conflits-là, bien, il doit y avoir un exercice aussi de bonne pratique développé autour de ça. Donc, vous allez devoir développer, par exemple, le moment auquel vous partagez, par exemple, certaines problématiques qui sont détectées durant le projet. Vous allez avoir à gérer, grouper, par exemple, les problématiques qui sont reliées ensemble. Donc, ça, il y a toutes sortes d'utilitaires qu'on va voir à la fin de la présentation aujourd'hui qui vont vous aider à faire ce genre de travail-là. Donc, évidemment, l'avantage d'utiliser Navisworks, c'est aussi son inconvénient. Donc, il faut être capable de bien l'utiliser pour que les gens puissent en tirer profit sur le projet. Puis, au niveau, par exemple, ici, au niveau de l'échange des résultats, bien, on va produire des rapports. Ces rapports-là bien, sont souvent assez laborieux à traiter. Donc, dans certains cas, les gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont transmettre une version de la maquette Navisworks aux professionnels. Puis là, les gens vont essayer, avec l'utilitaire qui s'appelle Switchback, d'essayer de retrouver, par exemple, l'emplacement des conflits, par exemple, dans Revit. Donc, évidemment, c'est un processus quand même assez fastidieux, mais qui est assisté au niveau de la coordination. Puis la coordination, comme je l'ai dit, bien, elle commence directement dans Revit par la superposition des maquettes entre elles. Donc, si les gens ont la chance de pouvoir travailler avec un réseau partagé, bien, les coordinations, au fur et à mesure qu'on modélise, bien, on se coordonne. Fait que la coordination, ce n'est pas juste une activité de type Navisworks, c'est qu'on va faire la détection de conflits. Deuxième processus, ici, on a retiré Navisworks de l'équation. Puis ça, c'est un processus qui est plus souvent employé par les professionnels et les sous-traitants. Donc ici, par exemple, d'un côté, on va avoir l'architecte, de l'autre côté, on va avoir un ingénieur de structure ou un ingénieur mécanique. Puis les gens bien, vont s'échanger des fichiers, donc évidemment les fichiers Revit. Donc si on travaille localement, donc c'est soit à l'aide, si c'est un bureau de projet, par exemple, ils peuvent avoir un serveur commun partagé. Mais aussi, également, s'ils travaillent chacun de leur côté, bien là, ils doivent s'échanger ça via une autre méthode, donc un autre outil à sélectionner pour pouvoir permettre cet échange-là. Puis ici, on introduit une autre plateforme dans l'équation qui s'appelle BIMTrack. Donc ici, ce qu'on fait avec BIMTrack, c'est la gestion des communications. Donc ça nous permet, par exemple, à l'aide d'un échange cloud, en temps réel, quelqu'un qui travaille dans une maquette de structure, il échange une question, il la communique, il l'assigne à une personne qui travaille en électromécanique, par exemple, puis ils peuvent s'échanger des informations comme ça rapidement sans avoir à échanger les maquettes. Donc, ça vient accélérer le processus de coordination. Puis dans certains cas, on va même voir des gens éliminer ou du moins descendre le niveau d'effort requis durant les réunions de coordination pour la revue parce qu'il y a beaucoup de coordination qui va se faire à l'extérieur des rencontres. Donc, ça, c'est le créneau respectif de chacun, donc modélisation puis gestion des communications. Donc, l'avantage, désavantage ici, bien, le désavantage, c'est qu'on n'a pas de Navisworks dans l'équation. Donc, ici, il n'y a pas de détection assistée des problèmes. Donc, ce sont des problèmes qui sont soulevés manuellement. Donc, ça va être, par exemple, une requête pour déplacer quelque chose, une requête de modifier l'élévation des plafonds ou ce genre de choses-là. Donc, tout ça, ça va devoir être communiqué par l'utilisateur qui travaille dans Revit ou dans BIMTrack dans ce cas-ci. Un autre processus, BIM 360 Design, Revit et BIMTrack. Donc là, on a conservé Revit et BIMTrack, mais on a rajouté BIM 360 Design. Donc pourquoi? La raison est simple, c'est que
On a discuté en fait qu'il y a des échanges qui étaient requis entre Revit et Revit, par exemple, pour la liaison entre elles. Puis ces échanges-là sont faits soit localement ou sur un site FTP quelconque. Donc, en introduisant BIM 360 Design, c'est une plateforme de gestion documentaire, mais qui permet le travail en temps réel. Donc, ce que ça nous permet de faire, c'est justement d'éviter d'avoir à échanger des fichiers sur une base périodique. Puis, même dans certains cas, pour les gens qui sont plus ouverts au travail en temps réel, bien, ça leur permet de voir les modifications au fur et à mesure que le projet progresse de façon multidisciplinaire. Donc, on va avoir les différents ingénieurs, l'architecte, tout le monde qui travaille, puis au fur et à mesure qu'ils modélisent, bien, les choses apparaissent dans la maquette. Donc, ça nous permet de ne pas travailler sur une version qui est pas à jour, en fait, puis de s'envoyer des versions à toutes les semaines, par exemple, travailler sur de l'information qui est superseded, là, donc qui est par définition pas à jour. Donc, en introduisant BIM 360 Design comme ça, bien, ça nous permet d'avoir un processus qui est plus vivant au niveau de la modélisation. Puis, comme vous pouvez voir, l'échange se fait via le cloud aussi, donc pas de nécessité d'aller chercher un autre site FTP quelconque sur le côté. Puis, avec BIMTrack, bien, c'est l'échange des communications à travers les maquettes. Donc, ça nous permet de contextualiser les problèmes, puis en un seul clic, retourner, aller chercher l'emplacement des questions. Donc, en réalité, ce processus-là, si je le réexplose, ça ressemble plus à ça, en réalité. Donc, là, ici, on va voir les différentes maquettes, les publications qui se font sur une base régulière, soit au niveau de l'envoi ou de la réception, par exemple. Puis, ça utilise une fonctionnalité qui s'appelle collaboration pour Revit, donc C4R. Donc, vous allez voir cette abréviation-là aussi. Puis, de l'autre côté, vous allez avoir BIMTrack qui agit au niveau des communications pour la synchronisation multimaquette, multiplateforme. Donc, au niveau, c'est ça, des inconvénients, bien, ici, on n'a pas de Navisworks impliqué. Donc, évidemment, la détection assistée, il y a des fonctionnalités de base dans Navisworks, dans BIM 360 Design, c'est-à-dire qui permettent de faire ça. Mais ici, on n'a pas le bénéfice, en fait, de pouvoir utiliser Navisworks, toutes les fonctionnalités de groupement automatique et ce genre de choses. Donc, c'est peut-être un désavantage de ce processus-là, mais c'est un processus qui est très, en fait, efficace au niveau de la coordination en temps réel dans les maquettes. Donc, maintenant, ici, on va utiliser Revit, Navisworks et BIMTrack. Donc, là, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise Navisworks pour la détection des problèmes de coordination assistée. Puis, on utilise Revit pour la modélisation, évidemment. Puis, on utilise BIMTrack pour pouvoir permettre l'échange entre Revit et Navisworks de façon efficace des communications et des problèmes qui sont soulevés. Donc, processus employé par entrepreneurs généraux, gérants de construction, professionnels et sous-traitants. Donc, ici, d'abord, on va avoir un échange qui est requis entre Revit et Navisworks par échange de fichiers locaux. Donc, ça va être, par exemple, par envoi périodique. Ou si on a accès à un serveur de bureau de projet, encore une fois, bien, on peut faire automatiser la conversion du Revit en Navisworks à l'aide du batch utility de Navisworks. Puis, en haut, bien, on va gérer la communication. Donc, les fameux rapports de clash qu'on envoyait papier, bien, maintenant, on n'a plus besoin de le faire parce qu'on utilise BIMTrack, c'est-à-dire pour pouvoir transférer ça directement vers Revit dans l'outil de modélisation, là où les problèmes vont devoir être réglés. Donc, processus bidirectionnel, on peut répondre à partir de Revit, ajouter des commentaires additionnels à partir de Navisworks, puis la synchronisation des statuts aussi pour les questions qui sont en suspens. Donc, évidemment, bien, le désavantage de ce processus-là, c'est de ne pas avoir un processus d'échange entre Revit et Navisworks dans le cloud. Donc, ça implique d'avoir à échanger des fichiers. Par contre, c'est un processus qui est intéressant au niveau de l'échange des communications qui sont faites en temps réel, puis la consolidation se fait automatiquement en fait des questions. Prochain processus, là maintenant, on conserve Revit, Navisworks et BIMTrack, mais on introduit aussi Glue. Puis ça, c'est un processus qui est plus généralement géré par l'entrepreneur général ou gérant de construction. Donc, bon, BIMTrack, comme on l'a dit, gestion des communications, Revit, modélisation, Navisworks, détection assistée, en fait, des problématiques de construction. Puis, on utilise BIM 360, lui ici, pour fournir l'accès mobile au chantier, puis accès hors ligne aussi également. Donc, ça, évidemment, c'est un aspect à ne pas négliger parce qu'il y a la coordination qui se fait aussi sur le chantier. Donc, ici, on a l'export de Revit vers BIM 360 Glue qui se fait via un outil, un add-in de Glue directement dans Revit. Donc, ça nous permet, par exemple, d'envoyer ça directement dans le cloud, donc pas de manutention de fichiers. Donc, tout ça se versionne automatiquement, en fait, dans le système de Glue. Puis, l'ouverture des maquettes directement dans Navisworks.
Donc, ça élimine le besoin d'avoir une espèce de site de transfert entre les deux. Donc, ça, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'une des fonctionnalités que Glue va introduire dans ce processus-là, c'est que vous allez pouvoir avoir plusieurs personnes, par exemple, qui vont travailler de façon collaborative dans le même fichier Navisworks. Donc, on sait que Navisworks, normalement, c'est un outil qui va être plus utilisé de façon unitaire. Donc, là, on va avoir une personne qui fait la revue de coordination. Donc, là, en utilisant Glue, ça nous permet de stocker ces fichiers-là directement dans le cloud, puis de travailler à plusieurs à la revue de la coordination. Donc, voici les quelques avantages, en fait, d'introduire Glue dans cette équation-là. Donc, ici, bien évidemment, il y a des gens qui vont utiliser d'autres processus aussi. Donc, par exemple, en Navisworks et Revit, il y a certaines fonctionnalités, par exemple, qui vont permettre de synchroniser l'information. Donc, notamment, si on utilise Glue pour du clash detection, là, on va pouvoir aller voir, par exemple, ces conflits-là géométriques directement dans Revit. Par contre, au niveau des questions ou des problématiques, des communications qui sont détectées de façon manuelle, qui ne sont pas des conflits géométriques comme tels, par exemple, une requête de déplacer quelque chose, il n'y a pas de lien entre Glue et Revit à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'on utilise la plateforme de Mintac comme la plateforme de gestion de gestion des communications. Puis, en Navisworks, par exemple, puis Glue, il y a un lien fort aussi au niveau de ce qu'on appelle les vues sauvegardées. Donc, ça, c'est vraiment un échange entre Navisworks et Glue, mais pas entre Revit et Glue. Donc en fait, ici, on utilise davantage la plateforme BIMTAC pour cet exercice-là. Donc, c'est son avantage et inconvénient ici. Évidemment, tous les échanges se font via le cloud. Donc, c'est intéressant. Par contre, souvenez-vous, au niveau de Revit, ce n'est pas une seule maquette, c'est plusieurs maquettes. Donc, les gens entre eux, au niveau des professionnels, au niveau des sous-traitants, par exemple, qui travaillent dans Revit, ils doivent continuer de s'échanger des fichiers. Donc, évidemment, ça nous amène vers un autre processus, qui est celui-là ici. Donc, ici, on a retiré Glue, mais on a inséré BIM 360 Design. Donc, dans ce processus-là, en fait, on va utiliser BIM 360 Design pour la gestion documentaire, en fait. Donc, le travail en temps réel. Donc, ça permet d'avoir, comme je le disais, plusieurs intervenants dans Revit qui s'échangent des maquettes directement dans BIM 360 Design, qui reçoivent les modifications au fur et à mesure que ça progresse. Puis, ensuite, on utilise Navisworks, évidemment, pour le volet analyse de conflits assistés. Puis, BIMTAC pour la gestion des communications entre Revit et Navisworks. Donc, ça nous permet vraiment d'avoir un échange de communication qui se fait multi-maquette, multi-plateforme. Évidemment, au niveau de la traçabilité, la production de rapports aussi, BIMTAC offre des fonctionnalités intéressantes à ce niveau-là qui nous permettent d'avoir des rapports automatiquement sur une base régulière. Par exemple, tous les vendredis, les questions ouvertes qui ont été soulevées dans Navisworks, on a la possibilité de les envoyer systématiquement sous forme de courriel à des gens. Donc, ça vient automatiser aussi une partie du processus de coordination puis de production de rapports. Donc là, on vient complexifier un peu. On va réintroduire Glue dans le processus. Donc là, ici, par exemple, on va avoir on a conservé BIM 360 Design pour l'échange de maquettes en temps réel. On a réintroduit Glue pour le volet mobilité au chantier puis travail collaboratif dans Navisworks. Puis, on a BIMTAC entre les deux qui agit comme un canal de communication en temps réel qui permet de créer une question dans Revit, la retrouver dans Navisworks, créer une question dans Navisworks, la retrouver dans Revit, commenter à travers les add-ins. Puis, évidemment, tout ce processus-là est complètement infonuagique, donc tout se fait dans le cloud, pas de manipulation de fichiers. Donc, ça, c'est comme le Holy Grail, en fait. C'est comme le processus, en fait, le plus efficace, en fait, en termes de coordination, autant au niveau chantier qu'au niveau bureau. Puis, évidemment, on utilise Navisworks, la puissance de Navisworks pour la détection des problématiques de façon assistée. Puis, le regroupement aussi avec différents utilitaires que je vais vous parler dans quelques instants qui permettent de faire accélérer, en fait, le processus de revue. Donc, ici, je parlais des avantages, un peu des inconvénients. Donc, maintenant, en fait, j'aimerais enchaîner sur différents outils qui vont permettre d'optimiser, en fait, la coordination ou de réduire des tâches un peu fastidieuses. Donc, on va regarder, en fait, dans un premier temps, l'outil qui s'appelle NWC Batch Exporter de BIM One. Donc, c'est un utilitaire qui permet d'exporter les fichiers Revit en fichiers Navisworks de façon automatisée. On va retrouver aussi un autre utilitaire par la compagnie qui s'appelle RTV Tools, qui est super intéressante, qui permet d'exporter dans différents formats de fichiers. Donc, prendre un Revit, par exemple, l'exporter dans un fichier DXF, DWG, IFC ou autre. Puis, on a aussi dans BIMTAC une fonctionnalité qui permet de faire une publication sur une base régulière. Par exemple, à tous les vendredis, la maquette
se met à jour systématiquement dans la plateforme. Donc, on n'a plus besoin de se soucier, par exemple, d'avoir à faire des exports le vendredi. On peut céduler ça, par exemple, pour que ça se fasse à minuit, par exemple, puis de façon différée, la maquette va s'exporter. Donc, ça, c'est différents outils qui ont tous le même créneau, en fait, donc d'automatiser l'export ou la publication vers un système. Un autre outil qui est super intéressant et qui est gratuit, en fait, c'est l'outil BIMcave sur Autodesk App Store. Donc, pour ceux qui sont nouveaux avec l'utilisation de Navisworks, c'est un outil super intéressant qui permet de créer des jeux de sélection dans Navisworks de façon automatisée, basée sur le contenu des maquettes. Donc, pour la prise en main, en fait, là, au niveau de cet exercice-là de coordination dans Navisworks, bien, ça peut accélérer grandement le processus, spécialement quand vous avez à jouer avec différents formats de fichiers en entrée. Donc, on sait que Navisworks, c'est un excellent outil pour agir comme un peu un dictionnaire de fichiers qui supporte 200 extensions de fichiers. Par contre, le problème avec ça, souvent, c'est quand on va avoir plein de formats de fichiers différents, bien évidemment, la structure des données va être différente. Donc, ça nous prend des outils, justement, pour essayer d'accélérer, justement, la configuration qui peut varier d'un projet à l'autre. Une autre catégorie d'outils ou un autre créneau, c'est le groupement automatique de conflits, donc les conflits géométriques multidisciplinaires. Donc, ces conflits-là qui sont détectés de façon assistée par Navisworks, mais c'est évidemment c'est assez fastidieux de faire la revue de ça un par un, puis de faire le groupement, par exemple, par localisation ou par système ou autre. Donc, il y a différents outils qui vont permettre de faire ça. Entre autres, dans BIMTAC, on a, nous, récupéré un utilitaire de la compagnie BIM42, en fait, qui sert à faire du groupement de clash, qui est offert gratuitement dans le système. On a un autre outil qui est un peu plus évolué, en fait, qui s'appelle Distille, une compagnie de New York, Flypaper Technologies, qui développe cet outil-là. C'est un outil qui est super intéressant, qui va être capable d'aller chercher un peu plus de granularité au niveau de la méthode de groupement. Puis, une autre plateforme aussi qui offre probablement la fonctionnalité de groupement de conflits la plus évoluée, c'est iConstruct avec un outil qui s'appelle le Clash Manager, qui permet de faire du groupement selon une multitude de critères, puis de vraiment faciliter le travail de revue pour cerner les objets qui sont pertinents, puis s'assurer de ne pas faire la revue en double ou en triple. Donc, une autre fonctionnalité aussi, un autre créneau qui peut être intéressant à intégrer dans vos processus, c'est la distribution ou la production de rapports automatiques. Donc, évidemment, dans des outils comme Navisworks ou Celibri, par exemple, on va avoir des fonctionnalités de production de rapports. Donc, souvent, il faut dealer avec la façon dont le rapport est proposé au niveau du formatage par le logiciel. Par contre, il y a des outils qui vont permettre, comme BIMTrack par exemple, d'avoir plus de fonctionnalités de formatage, puis changer aussi qu'est-ce qui est affiché, qu'est-ce qui ne l'est pas dans le rapport, puis également aussi d'automatiser la distribution du rapport. Donc ça, c'est un autre volet, évidemment. Une fois que le rapport est produit, bien, il faut le distribuer, donc soit des équipes, soit des individus. Donc ça, c'est une autre fonctionnalité qui peut être automatisée. Par exemple, à tous les vendredis, il envoie les questions ouvertes qui sont encore assignées à l'architecte, par exemple, puis de façon automatique, le système va procéder à la distribution. Puis ça m'amène évidemment à me poser des questions sur où est-ce qu'on voit le futur de la coordination ou qu'est-ce qui s'en vient à l'horizon. Bon, évidemment, on a un paquet de projets, nous autres, super intéressants chez BIMTAC sur lesquels on travaille. Puis vous allez pouvoir suivre ces projets-là avec le hashtag Coordination Automation ici que vous retrouvez. Donc, on va partager sur une base régulière aussi nos constats puis l'évolution des projets de recherche sur lesquels on travaille. Mais selon moi, en fait, le futur de la coordination, c'est simple, c'est qu'on va automatiser l'ensemble de la chaîne de coordination. Puis les coordonnateurs BIM, le travail qu'ils font aujourd'hui, qui est très fastidieux, qui est très manuel, il va plus consister à faire une revue du processus pour s'assurer que le processus se déroule correctement. Donc ça va arriver, entre autres, par l'intégration de différents algorithmes, en fait, qui vont analyser les performances du projet puis le déroulement. Imaginez que vous aviez un assistant virtuel, par exemple, qui, de façon proactive sur votre projet, basé sur la vélocité que les gens ont à résoudre les problèmes, qui vous avertit, par exemple, qu'il y a un risque que vous n'arriviez pas à coordonner une zone spécifique avant la fin de la phase où c'est supposé d'être coordonné. Donc, évidemment, toute cette information, elle existe dans nos systèmes présentement, mais c'est seulement de la présenter d'une façon qui est un peu plus élégante. Donc, pour moi, en fait, l'automation de la coordination, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, puis vous allez certainement voir apparaître dans les prochains mois, en fait, des nouvelles fonctionnalités qui visent à améliorer l'efficacité au niveau de l'automation, puis éventuellement avoir des systèmes plus proactifs là, qui vont prédire les risques de coordination sur le projet. Donc, merci à tous. Je vous invite
venez nous rendre visite, en fait, soit au boot BIM1 pour le volet processus de coordination et au boot de BIMTrack pour les outils de coordination si vous voulez en apprendre plus. Puis vous pouvez également me suivre sur Twitter.